Alors bonjour, je vais vous parler de biodiversité. Alors la biodiversité, c'est la contraction entre le mot biologique et le mot diversité. Donc ça représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. Donc autrement dit, la biodiversité désigne la diversité biologique du monde vivant. Donc c'est la faune, la flore et les écosystèmes. Alors la biodiversité est définie par l'intermédiaire de trois niveaux: la biodiversité des écosystèmes, la biodiversité des espèces et la biodiversité génétique, donc au sein des espèces. Alors, avant de continuer, il faut définir un certain nombre de termes, dont le terme d'espèce et de population. Alors, une espèce, c'est un groupe d'êtres vivants qui peuvent se reproduire et dont la descendance est fertile. Donc ici, vous avez un contre-exemple. Si vous prenez la jument et l'âne, eh bien, ils peuvent se reproduire et ils peuvent donner un mulet. Sauf que le mulet est stérile, donc il ne répond pas à la définition de l'espèce. En effet, la jument et l'âne font partie de deux espèces différentes. Alors la plupart du temps, quand deux animaux sont d'espèces différentes, ils ne peuvent pas se reproduire. Une population, c'est un ensemble d'individus d'une même espèce qui vivent dans un territoire donné. Alors on va continuer avec les définitions. Un biotope, c'est un milieu de vie. Dans lequel milieu de vie, eh bien, vous allez avoir tout un ensemble d'êtres vivants qui vont vivre donc dans un milieu donné, c'est ce qu'on appelle le biocénose, et l'ensemble de ces êtres vivants plus ce milieu de vie forment ce qu'on appelle un écosystème. Autrement dit, l'écosystème, c'est le biotope plus le biocénose. Alors si on considère deux biotopes ici différents, vous allez avoir donc deux milieux de vie différents. Eh bien, on remarque que dans le biotope 1, vous avez la présence de 12 papillons avec deux espèces différentes. Et dans le biotope 2, vous avez 12 papillons avec 6 espèces différentes. Donc on peut considérer finalement que le biotope 2 est plus riche que le biotope 1 en termes de biodiversité. Autrement dit, la richesse d'un biotope peut être définie comme la quantité d'espèces différentes retrouvées au sein d'un écosystème donné. Si on regarde ici, deux biotopes peuvent avoir la même richesse, mais peuvent être différents en termes de biodiversité. En effet, si on compare ici le biotope 3 et le biotope 4, ils présentent tous les deux 12 papillons et 3 espèces différentes. Ils ont donc la même richesse. Les trois espèces ont des proportions qui sont identiques dans le biotope 4, alors qu'ils ont des proportions qui sont différentes dans le biotope 3. Donc en fait, ils sont très différents en termes de biodiversité. Alors ici, on parle d'équitabilité, hein, du fait de la surreprésentation ici du papillon bleu dans le biotope 3, et on parle d'équitabilité. L'équitabilité d'un biotope modélise l'équilibre de la répartition des différentes espèces à l'intérieur de ce biotope. Alors en conclusion, pour arriver à bien définir donc une biodiversité, il faut tenir compte donc de ces deux critères, à la fois de la richesse, mais également de l'équitabilité des espèces. Alors, il faut savoir que l'évolution désigne la modification des espèces au cours du temps, selon des changements de l'environnement. Donc on va partir d'un exemple qui est très simple. Si vous prenez les papillons qui sont des phalènes du bouleau, eh bien normalement les phalènes du bouleau sont blancs. Tant et si bien que lorsqu'ils se posent sur l'écorce du bouleau, ils se confondent à l'écorce du bouleau et donc ils passent inaperçus vis-à-vis des prédateurs. Alors pourquoi parle-t-on des phalènes du bouleau? Tout simplement parce que pendant la révolution industrielle donc en Grande-Bretagne, il y a eu donc beaucoup de pollution et les écorces de bouleau sont devenues un petit peu noires. Et les phalènes du bouleau qui donc sont naturellement blancs, eh bien ne passaient plus inaperçus vis-à-vis des prédateurs et donc ont disparu. Et il y a une mutation fortuite qui a changé la couleur de ces phalènes du bouleau et qui se confondent avec l'écorce brunie par la pollution des bouleaux. Et ces phalènes donc ont été sélectionnées par l'environnement et les phalènes au départ naturelles donc ont finalement disparu. Alors il faut bien comprendre que ici il y a eu une pression de sélection de l'environnement. Mais il faut savoir qu'il y a également la notion de concurrence entre les êtres vivants et la dérive génétique, qui sont trois facteurs qui entraînent ce qu'on appelle de la diversité génétique et qui sont à l'origine de l'évolution. Alors, quels sont les éléments pour faire une classification des êtres vivants?
La classification des êtres vivants se fait dès le départ par le phénotype. Donc il suffit de comparer le phénotype des individus pour les classer, les uns par rapport aux autres. Alors, en fait, le gros avantage, c'est que c'est une classification qui est rapide et qui est facile, mais néanmoins, elle a un inconvénient, c'est que vous allez avoir deux espèces, plutôt des êtres vivants, qui vont être très différents d'un point de vue phénotypique, et pourtant qui appartiennent à la même famille du point de vue génétique. C'est le cas ici du gorille et de l'homme. Alors, un autre exemple, donc un petit peu plus biotechnologique, c'est l'exemple des mycoplasmes, qui sont des bactéries gram-positives qui ont perdu leur paroi au cours du temps, et elles sont de la même famille, mais leur apparence a longtemps conduit à les classer dans des groupes qui sont différents. Alors, pour éviter les erreurs de classification, on est passé donc à l'échelle moléculaire, donc en utilisant l'ARN ribosomique. Alors, pourquoi les ARN ribosomiques? Parce que ce sont des molécules qui sont impliquées dans un processus important dans la vie cellulaire, qui est la traduction. Et on peut concevoir qu'une mutation importante de ces acteurs moléculaires peut entraîner la mort, très rapidement la mort des cellules. Ainsi, les mutations au niveau de ces ARN et même des protéines ribosomales sont des événements qui sont rares et en soi, lorsqu'ils persistent, eh bien, ils vont être transmis à la descendance et on parle alors de ce qu'on appelle de chronomètre moléculaire. Voilà. Donc les ARN 16S et 18S, ce sont donc actuellement les chronomètres moléculaires les plus utilisés pour déterminer et pour réaliser une classification des êtres vivants. Alors, pour classer les êtres vivants, on établit ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. Alors, les arbres phylogénétiques, vous en avez représenté ici deux. Elles consistent donc à représenter graphiquement des liens de parenté entre les espèces vivantes ou disparues. Tous les êtres vivants ont un ancêtre commun que l'on appelle Lucas. L'établissement d'une relation de parenté entre les êtres vivants est possible en comparant les caractères, donc morphologiques, anatomiques, embryonnaires. Alors on va donner un exemple. Donc vous voyez ici qu'entre le gibbon et l'orang-outan, il y a eu donc apparition d'une innovation évolutive qui est la présence de certains plis au niveau du cerveau. Alors en effet, si on regarde le cerveau humain par rapport au cerveau d'un gibbon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de plis, alors ce qu'on appelle des circonvolutions. Eh bien, un certain nombre de circonvolutions n'étaient pas présentes pour le gibbon et sont apparues donc après. Donc c'est ce qu'on appelle une innovation évolutive et qui donc a permis de réaliser deux embranchements donc, et séparer ainsi le gibbon des autres espèces qui sont les orang-outans, les gorilles, l'homme et le chimpanzé. Alors tous ces caractères, ce qu'on appelle des innovations évolutives, eh bien, ont permis ainsi de réaliser une relation de parenté et qui peuvent être représentés ici sous la forme d'un arbre phylogénétique. Alors un arbre phylogénétique présente donc des branches et des nœuds. Alors les nœuds représentent en fait ce qu'on appelle des ancêtres communs. Ces ancêtres sont définis par l'ensemble des caractères partagés par les espèces qui lui sont postérieurs. Par exemple, si on prend par exemple l'homme et le chimpanzé, ils ont un ancêtre commun ici qui est représenté il y a 6 millions d'années. Et l'innovation évolutive qui a fait la différence avec les gorilles, c'est un petit trou au niveau de l'orbite de l'œil, proche du nez. Alors les branches représentent l'apparition d'innovations évolutives. Donc par exemple ici, la présence de 4 cavités au niveau du cœur est une innovation évolutive qui met d'un côté le xénope et le saumon, et de l'autre le crocodile, le canard et l'homme. Et c'est comme ça que l'on peut donc établir des arbres phylogénétiques. Alors d'un point de vue conclusion, il faut savoir que donc, la biodiversité représente la diversité des êtres vivants dans un écosystème. Donc ça c'est ce que nous avons vu ensemble. Nous avons parlé de différents types de biodiversité, dont la biodiversité génétique. Alors la biodiversité génétique est représentée principalement par les protéines du CMH. Le CMH, donc, c'est ce qu'on représenté par le système HLA, donc avec ici 6 gènes qui sont représentés sur le chromosome 6, et chaque gène possède de très nombreux allèles. Alors, la majorité des individus étant hétérozygotes, eh bien, il y a un nombre de combinaisons entre ces 6 gènes et les nombreux allèles donc, de ces 6 gènes qui font que tous les individus sont différents et ce qui apporte ce qu'on appelle une diversité, qu'on appelle le polymorphisme.